Si je résume ça plus trivialement, on a des gens pas informés, qui ne comprennent rien et qui brassent de la fumée. On a des gens peu ou mal informés qui n'ont pas le temps de comprendre une fois qu'ils sont en fonction et qui, de bonne ou de mauvaise foi, prennent souvent des décisions qui sont à côté du problème à traiter ou qui ne peuvent pas traiter le problème parce qu'il leur a manqué quelque chose dans la définition du problème. Une bonne partie d'entre eux essayent quand même de bosser correctement. Alors, Lesquels? alors, ceux que vous ne connaissez pas, parce qu'en fait, il faut voir un truc dans le monde politique, c'est qu'il y a deux trucs qu'on ne peut pas faire en même temps, c'est se hisser vers le sommet du pouvoir et bosser ses dossiers. Donc ceux que vous allez voir traîner sur les plateaux de télévision, c'est ceux qui ne savent rien. Et ceux qui savent quelque chose, vous ne les verrez pas sur les plateaux de télé parce que c'est ceux qui sont un peu besogneux dans les commissions techniques, à l'Assemblée nationale, etc. Mais du coup, vous ne les verrez pas parce qu'ils essayent de bosser. Philippe? Oui, je partage beaucoup de choses de ce qu'a dit Jean-Marc. Alors d'abord, sur la question de la complexité technique, effectivement. Alors la complexité technique, elle ne date pas totalement d'hier. C'est-à-dire qu'entre Diderot et puis aujourd'hui, il y a eu des phases intermédiaires. C'est pas faire d'un jour. Alors moi j'aime beaucoup par exemple l'ouvrage de John Kenneth Galbraith, Le Nouvel État industriel, donc, publié dans les années 60, qui avait eu un certain succès parce qu'il avait un petit peu pris beaucoup de monde à contre-pied. C'était déjà quelqu'un de très connu, un économiste extrêmement connu aux États-Unis. Alors il disait d'abord que les États-Unis n'étaient pas dans une économie libérale, mais dans une économie quasiment planifiée à cause du poids de la commande publique, et notamment de la commande publique militaire et industrielle, et Apollo compris, des États-Unis, ce qui était assez intéressant parce qu'en pleine guerre froide, dire que l'économie des États-Unis était dirigiste était assez truculent déjà. Mais il disait aussi que le pouvoir dans les entreprises n'était pas aux actionnaires mais aux managers, ce qui me paraît assez intéressant parce que, effectivement, grosso modo, il y a des conseils d'administration, mais on vient un peu avec ce qu'on veut en termes d'analyse parce que justement, il y a cette complexité. Et puis, bon, les actionnaires peuvent poser des questions, mais globalement, c'est quand même les équipes de management qui ont plus ou moins le pouvoir. Et puis, effectivement, il pointait cette complexité. Alors, lui, il avait l'exemple du développement de Ford. Je crois qu'il prenait combien de millions de dollars ou de centaines de milliers de dollars avait coûté le développement de la Ford T ou du nouveau modèle de la Ford T dans les années 20 et puis de la Ford Mustang dans les années 60. Et évidemment, c'est totalement explosif. Et cette complexité-là technologique qui a pris une nouvelle dimension avec la mondialisation, parce qu'effectivement, il y a maintenant aussi une complexité, disons, géographique, avec des réseaux de centaines, de milliers de sous-traitants, etc., avec tous ces flux physiques, ces co-développements, etc. Complexité aussi juridique, contractuelle, enfin tout ce qui va avec, fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est bien difficile de se dire si j'essaye de toucher un morceau quelque part, ou dans le Mikado, si j'essaye d'enlever un truc ou de bouger, je ne sais pas, des barrières douanières ou autre chose. Voilà, alors on va se tourner vers des prévisionnistes, mais qui ont à peu près la même capacité à prévoir que les météorologistes à prévoir le temps dans 4-5 jours, donc c'est-à-dire pas beaucoup. 4-5 jours, c'est devenu pas mal. Oui, voilà. Il vaudrait mieux prendre 20 jours, pour l'exemple. Voilà, 20 jours, très bien. Donc voilà, ça fait que déjà, pour moi, il y a la complexité, elle contribue au fait que l'idéal, c'est de ne pas faire de vagues. C'est-à-dire qu'une fois qu'effectivement, j'ai consacré mon temps, mon énergie, et en général depuis très longtemps, à la conquête du pouvoir, parce que j'aime ça, je pense que d'abord, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose d'autre, comme le pointait Jean-Marc, mais que finalement, l'idéal pour moi, c'est de ne pas être embêté, quoi. D'ailleurs, c'est un peu pareil dans les entreprises. Enfin, quand on atteint un certain niveau hiérarchique, ce qu'on veut, c'est pas que les gens qui sont en dessous nous amènent des ennuis, c'est qu'ils nous amènent des solutions. Hein. Et puis, bon, alors qu'est-ce que tu ferais? Ah bon, d'accord. Donc, on est un peu dans cette logique-là. Donc, finalement, on a des gestionnaires qui, idéalement, préféreraient avoir pas trop de grandes décisions, ou enfin, n'ont pas été sélectionnés sur leur capacité à être des visionnaires. C'est évident. Et puis, de toute façon, s'ils étaient visionnaires, ils n'auraient sans doute pas été élus dans le système, donc le truc se mord un peu la queue. Et puis, enfin, il y a la question que tu pointes. Toi, tu parles de silos. Moi, j'aurais envie de parler d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire, voilà, on est à tirer à U et à dia et à vouloir ménager la chèvre et le chou en permanence. Oui, et c'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une vision qui emporte l'enthousiasme collectif, ça va être effectivement difficile d'éviter des tiraillements sur tout changement, finalement. On sait que l'être humain est quand même relativement hostile au changement, même si on n'arrête pas de parler d'innovation. Mais une vision, c'est un critère de tri, en fait.
C'est-à-dire, c'est quelque chose, si ma vision, c'est de construire une maison, à ce moment, je trie dans mes heures. Ce qui consiste à peindre, je ne le ferai pas. Enfin, je le ferai, je ne ferai pas ça. Donc, en fait, une vision, c'est un critère de tri. Et effectivement, comme aujourd'hui, on est en univers contraint et de manière croissante, c'est justement pour ça qu'une vision serait particulièrement utile, parce que ça donne un critère de tri. Oui, non, de manière lisible. Et du reste, pour finir là-dessus, je pense qu'une énorme supériorité d'un Trump sur un Macron, c'est que justement, ce type a un projet. Nous, on peut le trouver farfelu, délirant, etc. Mais ce mec a un projet. Il ne dit pas « je veux réduire le déficit budgétaire ». Il veut faire un mur ici, une usine là, plutôt que là, plus de bagnoles, moins de bagnoles. Non, mais C'est visionnaire, ça? Oui, la preuve, c'est qu'il n'a pas du tout l'érosion de popularité qu'a n'importe quel dirigeant chez nous dans la catégorie gestionnaire. Ça a un pouvoir de séduction fort d'être capable de dire « je vais faire ça ». Encore une fois, avec mes critères de budgétaire. Ça fait bander personne, son déficit budgétaire. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi... Il excite des gens, mais dans le mauvais sens. Oui, on est d'accord. Ouais, concentrez-vous 2 secondes. Nous sommes très concentrés. Oui. Donc, non, mais ça y est, c'est parti. On va où, là? Pour être visionnaire, il faut faire quoi? Rétablir une société de technocrates, mettre un vote censitaire, faut faire quoi? Alors, être visionnaire, en fait, c'est très différent. Jean-Marc a décidé de répondre. Non, mais parce qu'il a causé juste avant. Donc, c'est très moi, je suis égalitariste. Hein. C'est très différent. Mais la machine calcule tout, non? À la fin, il y a les temps de parole respectifs. Absolument, on envoie ça au CSA. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est définir ce que c'est qu'une vision qui s'impose à tous. En fait, ça ne peut pas exister. Parce qu'à un moment, une vision relève d'un choix éthique. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est de la cohérence. Dit autrement, moi, je peux avoir une préférence. Et à ce moment, l'effort que je dois faire, c'est que ma préférence s'articule de manière cohérente. Donc si je préfère ça, il faut que je comprenne que la contrepartie, c'est que j'aurai pas ça. Et à ce moment, OK. Dans le domaine qui me concerne, à savoir celui de la question du monde fini, j'ai envie de dire, alors je ne le prends pas sous le même angle que Philippe, mais le grand choix pour moi, il est très simple. C'est on cherche à durer ou on ne cherche pas à durer. Bon. Si on ne cherche pas à durer, ce n'est pas la peine de s'exciter avec des questions d'environnement, etc. Tant que ça dure, ça dure. Puis une fois que ça ne dure pas, ça ne dure pas. Dit autrement, si ce qui m'excite, c'est d'avoir la délicieuse sensation d'apesanteur, je me jette du haut de la tour Eiffel. Tant que ça dure, ça dure. Puis une fois que ça ne dure pas, ça s'arrête. Bon. Si ce qu'on veut, c'est durer, aujourd'hui, la contrepartie, c'est qu'on doit se mettre au régime. Et la vérité politique indicible, c'est que ce régime concerne même le SMICAR. C'est ça la vérité politique indicible. C'est-à-dire que même lui, il est déjà malheureusement, et je ne dis pas ça parce que je ne les aime pas, c'est juste ce que disent les chiffres quand on... Oui, entre autres, c'est ça le problème. Alors, je ne dis pas qu'il faut ne pas avoir d'empathie, etc., qu'il ne faut pas considérer que M. Ghosn, ce qui est en train de se passer du reste, on peut être entendu, doivent se serrer la ceinture avant, mais globalement, malheureusement, le niveau global de consommation du français ordinaire est au-dessus de ce que la planète peut nous fournir pendant des siècles et des millénaires. C'est très au-dessus, et à quelques milliards d'individus sur la planète, c'est très au-dessus. Donc, ou bien on dit, on s'en fout, c'est pas le sujet, donc tant que ça passe, ça passe. Et puis à un moment, M. Meadows finira par avoir raison, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pompé les capacités du système, le système s'effondre. Donc de toute façon, on aura moins un jour, pas dans des siècles, plutôt des décennies, ou bien à l'échelle mondiale, hein, et à mon avis en Europe ça a déjà commencé, on pourra y revenir plus tard. Ou bien on dit non, ce qui nous intéresse c'est vraiment de durer, et à ce moment on a le même raisonnement que le type qui mange trop, qui fume trop, qui boit trop, il doit se mettre au régime, quoi. C'est exact. Bon, c'est ça le premier choix fondamental. Tant qu'on n'a pas tranché ce premier choix fondamental, qui est fondamentalement un choix de préférence, un choix affectif, un choix éthique, quelque part, bon, en fait les problèmes derrière on ne sait pas les traiter. C'est quoi les problèmes derrière? Eh bien justement, dire on veut avoir en même temps de l'environnement et de la croissance, on veut avoir en même temps plus de consommation pour tout le monde et moins d'emmerdement pour la collectivité, etc. On ne sait pas traiter ces problèmes-là. Non mais on ne sait pas. Et aujourd'hui, le problème du politique, c'est qu'il ne sait pas tenir un discours adulte à la population et faire la pédagogie du problème en disant écoutez, je ne suis pas Superman, donc on fait ça ou on fait ça. Et vous préférez quoi? Et puis en fonction de... Donc on commence par expliquer aux gens pourquoi c'est comme ça que le problème se présente de cette manière et pas autrement, parce que c'est désagréable à entendre, hein, c'est très désagréable à entendre. On l'écoute là.
Moi, j'ai le souvenir amusé de Raymond Barre disant « vous allez en baver » et que ça n'a pas spécialement rendu impopulaire. Alors bon, certes, c'est à une époque qu'on n'en a pas tant bavé que ça, mais j'ai la naïveté coupable, je suis peut-être encore très jeune, mais j'ai la naïveté coupable de penser que quand on fait la pédagogie du problème aux gens, c'est-à-dire qu'on ne les prend pas pour des andouilles, on en retire un bénéfice de toute façon. Il faudra raconter ça à nous. Philippe, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Non, j'aurais fait ça plus philosophique. J'aurais dit l'important, c'est pas la cible, c'est le chemin, là au-dessus. C'est-à-dire que moi, je pense que ça va être très difficile. De toute façon, c'est très difficile. On est dans une situation très difficile pour plein de raisons. La destination, c'est le chemin. Voilà, sans doute. Bon. Ouais, alors la cible, ouais, ça fait un peu consultant. J'ai été consultant pendant très longtemps dans une autre vie. Moi, je pense que ça va être extrêmement difficile de demander aux gens de se serrer la ceinture. Alors déjà, il faudrait se dire qu'est-ce que ça veut dire exactement se serrer la ceinture pour une logique de solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que finalement, c'est à se dire, parce que durer, moi je sais que finalement je ne vais pas durer. Enfin, sauf si Laurent Alexandre est à nouveau invité et que c'est moi qui vais effectivement vivre 1000 ans, parce que le premier bébé qui va vivre 1000 ans est déjà né, et c'est peut-être moi en fait, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder ? Voilà, mais à part si on est dans ces logiques un peu transhumanistes, on pourrait rediscuter éventuellement une autre fois. Logique ou idéologique ? Oh bah oui, c'est les deux. Enfin, oui, idéologie transhumaniste, oui, tout à fait. Enfin, nouvelle religion, presque, on pourrait dire. Bon, à part ça, on va dire, demain, nous serons tous morts, disait notre ami Keynes. Donc, c'est vraiment de la durée, ça veut dire que les conditions de vie des générations futures soient pas trop entamées, peut-être, ou agréables, parce qu'il y aura encore, je ne sais pas, des girafes et des rhinocéros, enfin, bon, voilà. De quoi manger. De quoi manger et plein d'autres choses. Donc, alors, le problème, c'est que la solidarité intergénérationnelle, elle me paraît difficile à mettre en œuvre, en tout cas collectivement. Je ne dis pas dans la petite troupe de chasseurs-cueilleurs avec le grand-père, le père, la mère, les enfants, où là, effectivement, on peut se dire peut-être, je ne sais pas, ou la gestion des biens communs. Enfin, il y a des expériences à une certaine échelle qui montrent qu'il y a des possibilités, mais quand on commence à être quelques milliards ou quelques dizaines de millions, qu'on va avec notre bulletin de vote, cette solidarité-là, elle est un peu compliquée à mettre en œuvre, à mon avis, d'autant plus qu'on n'arrive déjà pas à mettre en œuvre une solidarité intragénérationnelle, c'est-à-dire de dire, entre nous, on s'aide, soit au sein d'un même pays, parce qu'il y a des grandes inégalités, soit d'un pays à un autre, parce que, voilà, alors même si maintenant, aujourd'hui, on sait que les classes sociales traversent un peu différents pays. Donc moi, je crois que si solution il y a, alors elle va être très compliquée, bon, Schumpeter disait quand le bateau coule, l'équipage peut rester à boire un coup sur le pont ou bien peut courir aux pompes. Bon, il faut courir aux pompes, allons-y. On essaye d'un peu de réfléchir un peu tous à ça. Et je crois que s'il y a une solution, il faut qu'elle apporte un peu de bonheur, ou je ne sais pas comment dire, enfin de changement positif tout de suite. Parce que sinon, en gros, c'est je me serre la ceinture, mais qu'est-ce que j'ai en échange? Alors déjà, il y a la question sur ce que ça veut dire de se serrer la ceinture, parce qu'on peut dire qu'il faut se serrer la ceinture d'un point de vue, disons, énergétique et consommation de matière. Alors, est-ce que ça veut forcément dire se serrer la ceinture? Parce que d'abord, on sait que le désir est mimétique, on sait depuis longtemps. Mon désir, c'est ce que désire le voisin, c'est pas ce que je désire moi, ça n'existe pas, mon propre désir, il est construit socialement, donc effectivement... je suis irrité si mon voisin de bureau est allé aux Maldives cet hiver et puis fait du jet ski le week-end. Bah, moi, si je ne fais pas du jet ski le week-end et je ne vais pas aux Maldives, je me sens un petit peu embêté dans mon désir mimétique. Bon, très bien. Mais il y a des choses qui sont, y compris éventuellement relativement chères. Je ne sais pas, prenons l'opéra. Bon, l'opéra, c'est pas neutre en carbone, mais enfin, c'est des instruments à vent. L'hiver, il y a plein de gens dedans. C'est presque sans doute les gens chauffent eux-mêmes à 100 watts par personne la salle. Bon, voilà. Et pourtant, l'opéra, c'est hyper cher, c'est hyper élitiste. Enfin, voilà. Donc, c'est la preuve que du coup, et à l'inverse, il y a des sports sans doute un peu plus populaires qui sont sans doute beaucoup plus polluants. J'en sais rien. Donc, le football. Alors, le football, moi je vais t'amuser à faire un calcul sur la consommation d'espace juste au mètre carré. Et le plus horrible, c'était plutôt le tennis, parce que c'est en nombre de personnes et en nombre d'heures mètre carré. Il fallait mieux jouer au ping-pong, au basket. Et le football étant un sport collectif, c'était plutôt pas mal. Et en plus, on peut y jouer après la moisson dans des champs. On n'est pas obligé de dédier éventuellement des terrains. Donc à la limite, c'est pas le. Peut-être plus de pub autour de la consommation avec le football, non? Voilà. Non, mais tout ça pour dire que voilà, il faut trouver. D'abord, il faut un peu faire le tri. Et il y a des choses qui nous coûtent beaucoup en termes d'énergie par la manière dont on est organisé, etc. Mais qui apportent pas forcément beaucoup de
beaucoup de plaisir, de bonheur, et je pense que même les économistes, avec leurs calculs un peu obtus, montrent assez bien et assez facilement qu'à partir d'un certain niveau de PIB, oui, au début c'est très corrélé évidemment, mais qu'à passer à un certain niveau de PIB par habitant, finalement, l'habitant de Pittsburgh n'est pas tellement plus heureux peut-être que l'habitant de Strasbourg. Donc ça prouve déjà que ce n'est pas totalement corrélé à l'énergie et aux matières premières. Et puis après, il y a la question effectivement de la rivalité mimétique et donc la question des inégalités. Et donc pour moi, si on n'est pas capable d'apporter en même temps qu'une solution, des solutions ou des propositions qui demanderont un petit peu des bougées effectivement d'organisation, de culture, d'impôts et autres, et qui ne feront pas plaisir à tout le monde, parce qu'il y a forcément des gagnants et des perdants quand même dans tout ça, il faut qu'on soit capable d'assurer, d'apporter des choses sympathiques aux gens. Alors est-ce que c'est autour de l'emploi? Parce qu'aujourd'hui, moi je trouve que, la Startup Nation, mais moi je trouve ça tellement épuisant, cette logique de dire, alors on est dans l'innovation. Alors attention, si on est en retard, il faut accélérer pour rattraper les autres. Mais si on est en avance, il ne faut surtout pas s'arrêter de courir parce que les autres courent derrière. Donc cette logique un peu de la reine rouge, d'Alice au Pays des Merveilles, c'est totalement... et jusqu'où et comment? Donc cette nouvelle vague de robotique, de numérisation, d'intelligence artificielle, avec tout ce buzz totalement stupide pour partie, parce que chacun y met un peu ce qu'il veut, et quand on regarde la réalité des choses, il n'y a quand même pas forcément tant que ça d'applications concrètes, intéressantes. Est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce que c'est autre chose et qu'on doit effectivement aller vers des choses qui sont peut-être plus culturelles qu'économiques, un emploi pour tous, Frugalité. Peut-être j'en sais rien, frugalité, sobriété, mais c'est toujours pareil. Frugalité, ça va. Si c'est moi qui prends ma douche froide, mais que Jean-Marc passe son temps à prendre des bains à 40 degrés avec 300 litres d'eau, à un moment, on ne va pas être d'accord, surtout si on est voisins. Et une masseuse. Voilà. Donc, jacuzzi, etc. Chacun ses goûts. Il ne faut pas genre... Voilà. Donc, c'est ça la question, c'est que l'effort doit être partagé. Si effort il doit être partagé et plutôt à réduire les inégalités qu'à les augmenter. Pas simple, pas évident, dans un monde complexe, comment tout ça fonctionne, et les interactions économiques n'aident pas à réfléchir à ça. Et puis donner effectivement un projet qui fait plaisir à une majorité de gens, où on se rend compte qu'on va plutôt dans le bon sens, que ça règle des trucs, parce qu'on voit ce qu'on a gagné, peut-être, entre guillemets, mais on ne voit pas aussi ce qu'on a perdu. Aujourd'hui, ce qu'on va perdre. Ou ce qu'on va perdre, ce qu'on est en train de perdre. C'est la logique de... Je sens qu'il faut repasser un moment la parole à Jean-Marc, mais cette logique du décalage du point de référence. Vous connaissez ce truc-là, le shifting baseline. Donc, c'est Daniel Pauly, un chercheur sur les ressources de poissons, qui a lancé ça dans les années 90, je crois. Donc, il a montré de manière assez incroyable que, finalement, les scientifiques qui devaient calculer les stocks de poissons, en fait, ils rentraient dans la carrière à un moment. Et puis, du coup, ils avaient en tête un peu une logique de ce qu'étaient les populations de poissons à ce moment-là, à un endroit donné, ce qu'ils étudient. Et puis que la génération d'après, qui arrivait 20-25 ans plus tard, en fait, eux, il n'y avait pas la même population, parce qu'évidemment, ça avait diminué, on avait un peu vidé les mers entre-temps. Et du coup, ils partaient sur un autre point de référence. Et donc, le point de référence se décalait. Pour faire simple, le grand-père n'appelait pas un gros poisson, le pêcheur grand-père, c'était pas la même chose que le pêcheur père ou le pêcheur fils. Et ce qui est génial dans ce truc du décalage de point de référence, c'est que ça marche pour tout. Y compris le pétrole. Ça marche pour notre perception du confort, ça marche pour notre perception de ce qu'est un minimum de niveau de vie, ça marche pour à l'inverse, la dégradation du niveau de vie, les embouteillages, la saturation, les difficultés dans les transports. Voilà. Et en fait, l'être humain, heureusement et malheureusement, mais heureusement surtout, est très adaptable et dans les deux sens. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a plein de choses qui ont progressé, qui sont améliorées, mais en même temps, on a perdu plein de choses. Alors, ça peut être les papillons pour les plus, peut-être pour les plus romantiques, et puis c'est d'autres choses bien sonnantes et trébuchantes pour les autres. Mais malheureusement, le 19e siècle a montré qu'on pouvait aller assez loin dans la dégradation des conditions de vie, des conditions environnementales. Alors certes, en survivant avec le guano de l'Amérique du Sud, des îles oiseaux du Chili et les caporniers qui faisaient les tours. Donc il y aura la question de la nourriture, je suis d'accord avec toi Jean-Marc. Mais voilà, globalement, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a une espèce de lancée, ça va être très dur malgré le succès de la chaîne de l'inverser, pour des questions effectivement de prise de pouvoir et autres. Et que du coup, cette lancée, elle nous amène vers des conditions de vie un peu dégradées,
et que quelque part, malheureusement, pour le meilleur comme pour le pire, les générations futures vont s'adapter. Jean-Marc, ou pas, hein? Si, alors ça dépend ce qu'on appelle une adaptation. Ça dépend si on regarde l'adaptation de l'espèce ou l'adaptation de la totalité des individus de l'espèce. L'adaptation de l'espèce, je ne suis pas très inquiet. Comme l'homme est une espèce extrêmement ubiquiste, on est capable de survivre des tropiques jusqu'au Groenland, et c'était déjà le cas il y a des dizaines de milliers d'années, enfin il y a des milliers d'années, qu'il reste de quoi perpétuer l'espèce sur Terre, ça, je ne parierais pas mes économies sur le fait que ça ne va pas se passer. Par contre, la quantité de représentants de l'espèce qui sera encore présente sur Terre dans un siècle et vivant 70 ans à la naissance, les paris sont ouverts, hein, mais voilà, là on est beaucoup moins assuré.